Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce grand entretien de RFI et France 24. Aujourd'hui, nos deux médias s'associent pour cet entretien exclusif et c'est pour ça que je suis à côté de mon confrère Emmanuel Saint-Martin de France 24 pour accueillir Choguel Keokala Maïga, le Premier ministre du Mali. Monsieur le Premier ministre, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de RFI et France 24. Bonjour, c'est à moi de vous remercier. Samedi à l'ONU, vous aviez dit que vous aviez conscience des délais impartis de la transition et de vos engagements internationaux. Est-ce à dire que la présidentielle et les législatives auront lieu en février 2022 ? Le gouvernement s'attache à respecter ses engagements, mais ce respect s'accompagne de réalisme. C'est qu'en politique, il faut être réaliste. Ces délais ont été fixés une première part à partir des positions de principe de la CEDEAO. Un premier gouvernement avait annoncé un chronogramme, mais auquel peu de Maliens croyaient en vérité. Lorsque ce chronogramme a été annoncé en avril 2021 pour le référendum, par exemple en octobre, il y avait peu de Maliens qui y croyaient. Ce que nous avons expliqué à nos partenaires de la CEDEAO, c'est que nous allons procéder de la manière inverse cette fois-ci. Nous allons identifier les actions, les opérations pratiques à mener jusqu'aux élections. À partir de là, on pourrait tomber sur le 27 février, comme on peut avoir 2 semaines, quelques mois de plus. Le plus important pour nous, c'est de tirer les leçons du passé. Pendant 20 ans, nous nous sommes trouvés dans des crises politiques post-électorales. Et le dernier soulèvement populaire qui a conduit au renversement du régime est parti de la contestation des résultats des élections. Donc pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs, nous avons décidé d'avoir une démarche qui minimise les risques de contestation des élections. Il vaut mieux avoir quelques semaines de plus, même quelques mois de plus, que de retomber dans une crise qui nous met dans l'incertitude, peut-être avec un autre soulèvement, un autre coup d'État, avec tout ce qui peut se profiler à l'horizon. Et nous avons dit à nos partenaires de la CEDEAO qu'à la fin du mois d'octobre, nous aurons ce qu'on appelait les assises nationales de la refondation. Au sortir de ces assises, le gouvernement pourrait aller vers ses partenaires avec un calendrier, un chronogramme détaillé, réaliste, qui est fonction des réalités sécuritaires, sociales, politiques du Mali. Parce qu'avant, c'était, comme je dis, c'était position de principe. Donc nous sommes dans la logique de respecter nos engagements, tout en étant réalistes. Mais cette date, ce mois de février 2022, il a été au cœur de la reconnaissance internationale, de l'acceptation finalement de ce nouvel état de fait au Mali. C'est parce que vous étiez engagé, parce que ce nouveau pouvoir s'est engagé à février 2022 que la communauté internationale, les partenaires ont accepté votre pouvoir finalement. Donc là, est-ce qu'aujourd'hui vous dites au peuple malien, non, ça ne sera pas en février 2022, on ne sait pas quand ça sera, vous venez de dire plusieurs semaines, plusieurs mois, ça peut créer de l'incertitude aussi dans le pays, ça. Vous savez, il y a 2 étapes dans la transition. Vous avez eu 9 premiers mois pendant lesquels tout le monde est unanime sur aucun front, ni au front social, ni sur le plan politique. Aucune question n'a été réglée. À partir du 24 mai, intervenait ce que nous appelons au Mali la rectification de la trajectoire de la transition, qui a repris maintenant une trajectoire plus vertueuse. La preuve, pendant 9 mois, le pays était en ébullition. Des grèves à n'en pas finir. Quand c'est pas 72 heures, c'est 48 heures. Et des grèves illimitées qui paralysaient tout le pays avec des incidents sur les opérations militaires sur le terrain. En moins de 3 semaines, nous avons pacifié le front social. 3 semaines, 9 mois. Comparez vous-même. C'est pourquoi nous invitons nos partenaires à être beaucoup plus compréhensifs et pragmatique. Et justement, samedi à l'ONU, vous avez indiqué que vous utiliseriez une procédure accélérée, si je vous ai Absolument. bien entendu. Donc du coup, quel va être l'échéancier ? Quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le directoire national soit formé ? À quand l'installation de l'organe unique de gestion des élections ? En octobre, en novembre ou plus tard ? Je pense que l'organe unique, il y a 2 jours, s'est tenu à Bamako, la table ronde des forces vives de la nation, les partis politiques, les syndicats, la société civile, pour tabler sur les avant-projets que le gouvernement a élaborés, de l'organe unique, sa structure, la procédure de son installation et les termes de référence des assises nationales de la refondation. Je pense qu'à l'issue de cette table ronde, nous pourrons être un peu plus précis. L'organe unique, je pense,
pourra être installé dans 1 mois, 2 mois maximum, il pourra être fonctionnel. Le calendrier pourrait être beaucoup plus précis à la fin des assises nationales qui se tiendront fin octobre au maximum, début novembre. Nous reviendrons vers nos partenaires avec un calendrier. Alors justement, les assises, il y a énormément de nombreux partis politiques maliens qui vous accusent d'utiliser ça comme une manœuvre dilatoire, finalement, de dire on fait ces assises simplement pour repousser les élections, pour allonger la transition peut-être de manière indéfinie. Qu'est-ce que vous leur répondez ? En fait, c'est le débat politique. Vous savez, il n'y a jamais d'unanimité, mais mon constat, c'est que aujourd'hui, la société civile est presque unanimement celle qui n'a pas intérêt dans l'agenda direct des élections, mais qui est préoccupée essentiellement par la paix. Elle est unanimement d'accord avec la démarche. Au niveau de la classe politique, vous avez environ 200 partis au Mali. Vous avez une trentaine qui sont essentiellement les partis de l'ancienne majorité, de l'ancien président qui est tombé il y a quelques semaines et qui exigeait d'ailleurs l'organe unique des élections, mais dès qu'un nouveau Premier ministre a été installé, comme par hasard, il a changé d'avis. Ça, c'est le débat politique. Les assises nationales de la refondation ont pour objectif essentiellement de prendre en charge les principales revendications qui ont conduit le peuple dans la rue pendant des mois. Parce que, au niveau de la communauté internationale, je dois attirer l'attention sur le fait que le régime n'a pas changé sur un coup de tête des militaires. Il y a eu un soulèvement populaire qui a duré 4 mois. Les militaires ont intervenu en fait pour éviter le chaos. Et donc les préoccupations, les soucis autour desquels le peuple s'est mobilisé, il faut les prendre en charge. C'est le souci de sécurité, le souci de justice, la lutte contre l'injustice et l'impunité, la corruption, et les soucis des réformes politiques et institutionnelles. Si on revient sur la sécurité, donc vous avez déclaré samedi à l'ONU que la France avait abandonné le Mali en plein vol. Le président Macron vous a-t-il prévenu avant d'annoncer publiquement la fin de Barkhane ? Justement, vous répondez à la question en partie. Quand j'ai dit qu'on nous a abandonnés en plein vol, c'est que ce n'est pas les médias que nous avons appris, comme tout le monde, alors que nous avons un accord de défense entre nous. Deuxièmement, les raisons qui ont été avancées, me semble-t-il, doivent tout au moins discuter avec les partenaires. Quand on annonce, par exemple, la suspension des opérations militaires, au motif que le gouvernement malien serait en train de discuter avec les djihadistes, je pense qu'il fallait au moins échanger avec le gouvernement malien, parce que c'est une demande forte de plusieurs années du peuple malien, qui dit ceux qui sont avec les djihadistes sont des jeunes souvent désœuvrés, souvent endoctrinés, souvent par la pauvreté, par le désespoir, souvent par la force. Discutons pour récupérer ceux qui sont récupérables. Mais en aucun cas, on n'a remis en cause les opérations militaires de lutte contre le terrorisme. Dans ces conditions, dire que le chef de l'État du Mali ne doit pas écouter l'avis de son peuple, et à ce motif, on décide d'ignorer des accords qui lient les deux pays, vous conviendrez, pour le moins, on doit s'interroger. Et c'est ce que nous avons dit. Alors, à propos de sécurité, il y a énormément d'informations qui circulent dans la presse ou ailleurs sur les négociations en cours avec le groupe Wagner, qui est ce groupe russe de sécurité, à la réputation plutôt sulfureuse. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de confirmation officielle du côté du gouvernement malien de ces négociations en cours. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est ? Est-ce que ces discussions ont lieu ? Et si oui, de quoi il s'agit ? De quoi parle-t-on ? Vous savez, j'ai répondu à plusieurs reprises à plusieurs hommes et femmes de presse. Un homme politique, il est fait pour résoudre les problèmes. Vous vous souviendrez qu'à l'intervention de la communauté internationale en 2013, le président de la République française d'alors, François Hollande, avait indiqué l'objectif de l'opération Serval, plus tard transformée en Barkhane, et l'ONU aussi. Premièrement, détruire le terrorisme. Deuxièmement, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. 8 ans après, le terrorisme n'est plus à Kidal, ça s'est métastasé et les 2 tiers du territoire sont aujourd'hui envahis par les terroristes. 8 ans après,
l'État malien n'a toujours pas sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. 8 ans après, les résolutions des Nations Unies changent chaque année. Au point que cette année, le Mali s'est opposé à une résolution, un projet de résolution. Donc, la conclusion à tirer, c'est qu'il faut s'interroger pour le moins. Et donc, il faut s'interroger sur quoi? S'interroger sur la pertinence de cette ordonnance qui a été prescrite aux malades Mali. Le gouvernement malien a l'obligation de chercher des solutions pour sécuriser les personnes et les biens au Mali. À partir du moment où nous avons une solution qui ne donne pas totalement satisfaction et qu'en cours de route d'ailleurs, je viens de vous indiquer, on nous abandonne en plein vol, pour le moins, si on est un gouvernement responsable, on doit s'interroger, ne faut-il pas chercher d'autres solutions, d'autres partenaires qui ne sont pas exclusifs. Mais on ne peut pas nous interdire, en tant qu'État souverain, de prospecter d'autres formules pour compléter cet arsenal. Mais est-ce que la solution, c'est un contrat avec une société, comme je disais, sulfureuse, à 9 millions d'euros par mois? C'est ça dont on parle? Bon, ça, c'est des articles de presse et des rumeurs que vous démentez, que nous ne gérons pas. Nous gérons. Mais est-ce que vous les démentez? Nous gérons les positions de principe de l'État malien. C'est quoi? Nous cherchons des solutions à nos problèmes. Le groupe Wagner a une réputation sulfureuse. Il y a des exactions qui sont notées en Syrie, en Libye, en Centrafrique. Est-ce que ça vous fait pas un petit peu peur? Moi, je ne connais pas de groupe Wagner. C'est la presse, et vous qui le dites. Je ne connais pas. Groupe Wagner, je dis que le jour où le gouvernement malien va signer un accord, et certainement, ça pas pour longtemps, mais on rendra public avec qui on a signé. En ce moment, je serai prêt à répondre à toutes les questions. Et pas avant. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir accordé ce temps pour cette interview ici. Lors de votre passage à New York, vous repartez très très vite au Mali, si mon information est exacte. Bon voyage de retour donc. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cet entretien de France 24 et RFI. À très bientôt. Merci beaucoup.